Au fait, pourquoi ne trouve-t-on pas des ossements de dinosaures partout, mais uniquement dans certains endroits bien précis ? Ce fait contredit les affirmations des chercheurs selon lesquelles les dinosaures peuplaient autrefois toute la planète et occupaient toutes les niches terrestres et aériennes. Ou bien, et si les dinosaures étaient des créatures fictives, et que les partisans des théories du complot, affirmant que la Terre est plate, avaient raison ? D'ailleurs, l'un des grands mystères pour ces complotistes, c'est aussi où sont donc passés les os de dinosaures qui auraient dû être dispersés sur toute la planète après la chute de l'astéroïde. Bonjour à tous! Ne vous moquez pas trop vite de ce genre d'idées. Prenons au sérieux cette question qui, malgré son apparence absurde, mérite d'être explorée. Bienvenue sur Perduchan. Nous allons vous aider à trouver une réponse en nous basant uniquement sur des faits scientifiques déjà établis. Alors, c'est parti! L'ère des dinosaures. Cela dit, affirmer que les dinosaures n'ont jamais existé revient à nier l'existence même de la Rome antique. D'après les recherches scientifiques, l'ère des dinosaures aurait duré environ 160 millions d'années. Les dinosaures seraient apparus au cours du Trias il y a 230 millions d'années et auraient disparu à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années après la chute de l'astéroïde Chicxulub. Autrement dit, leur règne s'étendait sur l'intégralité du Mésozoïque, qui comprend 3 grandes périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Pendant ces millions d'années, les dinosaures ont continué à évoluer. De nouvelles espèces sont apparues, d'autres se sont éteintes. À ce jour, seules 1100-1300 espèces de dinosaures ont été scientifiquement identifiées. Mais chaque année, on en découvre entre 25 et 50 nouvelles en moyenne. Les paléontologues estiment qu'il aurait existé entre 1500 et 3000 espèces différentes de dinosaures. Certains chercheurs vont encore plus loin, suggérant qu'il y aurait eu plus de 10 000 espèces distinctes. En fin de compte, les dinosaures n'étaient peut-être pas moins nombreux que les mammifères actuels, voire même plus diversifiés encore. Parmi toutes les espèces, ce sont évidemment les dinosaures géants comme le brontosaure ou le tyrannosaure qui sont les plus connus du grand public. Ces créatures sont devenues de véritables icônes culturelles. On les retrouve dans les livres, les films, les expressions populaires ou encore dans l'art. Pourtant, au-delà de ces héros de fiction, il existait aussi d'innombrables espèces plus petites, tout aussi spectaculaires, qui parcouraient la terre ferme ou fendaient les airs. On peut citer par exemple le stégosaure, avec ses plaques dorsales en forme d'armure, ou le vélociraptor, qui évoluait en groupe, un peu comme les meutes de loups d'aujourd'hui. Mais alors, où donc ont disparu tous ces dinosaures si variés ? Pourquoi les fossiles sont-ils si rares ? En réalité, une partie de la réponse se cache déjà dans la question. Le mot-clé ici, c'est « fossile ». Les os sont constitués à 60 à 70% de composés de calcium et de phosphore, dont le principal élément est un minéral appelé hydroxyapatite. Et c'est le calcium qui donne aux os leur dureté. À l'inverse, la partie organique des os est principalement constituée de collagène, qui leur confère souplesse et élasticité. Si l'on retire les éléments minéraux et que l'on ne garde que les composants organiques, l'os devient mou, presque comme du caoutchouc. Voyons maintenant le processus par lequel un cadavre de dinosaure se décompose, puis se transforme en pierre. C'est ce qu'on appelle la fossilisation. Les éléments organiques des os se décomposent en réalité très rapidement. D'abord, les animaux carnivores viennent déchiqueter la carcasse et la dispersent en morceaux. Ensuite, les bactéries et les champignons commencent leur travail de dégradation. Puis, le vent et l'eau interviennent à leur tour, dispersant les os sur une vaste zone. En conséquence, au bout de quelques années, ou tout au plus quelques décennies, les os finissent par disparaître complètement, sans laisser de traces. Pour qu'un os puisse se conserver, il faut des conditions très particulières. Il faut notamment que l'os soit rapidement enfoui dans un bassin sédimentaire, puis recouvert sans délai par une épaisse couche de sédiments empêchant l'oxygène de pénétrer. Dans la nature, ces conditions ne sont réunies que dans certains lieux précis. Les lacs, les lits de rivières après une inondation, les marécages ou les eaux peu profondes proches du littoral. Ce n'est que lorsque tous ces éléments sont réunis que le corps d'un dinosaure peut échapper à une décomposition totale ou à une disparition complète.
Dans de telles couches de sédiments imperméables à l'oxygène, la dépouille du dinosaure peut se conserver dans un état relativement stable pendant de nombreuses années. Fait intéressant, si des conditions encore plus exceptionnelles sont réunies, le corps peut même se momifier. Des paléontologues ont même confirmé des cas où une partie de la peau du dinosaure avait été préservée. Mais parmi les milliers de fossiles découverts, ce genre de cas reste extrêmement rare. Les conditions nécessaires à la fossilisation, c'est-à-dire la transformation en pierre, sont un peu plus fréquentes que celles requises pour la momification, mais elles restent tout de même très rares. La fossilisation se produit lorsque les composants organiques et inorganiques d'un os sont progressivement remplacés par des minéraux. Durant ce processus, certains éléments organiques sont simplement lessivés par l'eau, tandis que d'autres sont remplacés par des minéraux dissous dans l'eau. Le plus souvent, ces minéraux sont du carbonate de calcium ou de la silice. Ce remplacement se produit principalement lorsque l'eau pénètre dans les minuscules pores présents dans la partie inorganique des os de dinosaures. En conséquence, la structure poreuse de l'os est peu à peu remplacée par une structure minérale dure, ce qui transforme l'os en pierre tout en conservant sa forme d'origine. Ainsi, le fait qu'un os de dinosaure ait pu se conserver jusqu'à nos jours résulte d'une série d'événements extraordinairement rares. Et chacun de ces événements doit en plus se produire dans un ordre précis, ce qui rend le phénomène encore plus exceptionnel. La première condition pour préserver un os, c'est que l'animal meure dans un lieu où sa dépouille pourra être rapidement enfouie sous la terre. Ensuite, il est essentiel que l'oxygène ne puisse pas pénétrer dans cet endroit une fois le corps enterré. Troisièmement, pour que le processus de fossilisation puisse aller jusqu'au bout, la dépouille doit rester immobile sous les sédiments pendant une très longue période. Et enfin, en quatrième lieu, il faut que des mouvements géologiques ramènent les os fossilisés à proximité de la surface. Ce n'est qu'à ce moment-là que les paléontologues modernes peuvent découvrir ces fossiles ou les extraire plus facilement. Pourquoi ne trouve-t-on des fossiles que dans certaines régions ? Les régions de la planète où des strates du Mésozoïque affleurent à la surface et pourraient encore enfermer des fossiles de dinosaures ne sont en réalité pas si nombreuses. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les expéditions paléontologiques doivent partir à la recherche de fossiles dans des zones comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le désert de Mongolie ou celui de Chine. Parmi toutes ces zones, la plus grande nécropole de dinosaures est sans doute le désert de Gobi. Là-bas, les anciennes couches rocheuses du Mésozoïque, riches en fossiles de dinosaures, ont été mises à nu par l'érosion, puis recouvertes d'une fine couche de sable. Cela dit, une question peut venir naturellement à l'esprit. Mais comment les paléontologues font-ils pour savoir où creuser, afin de retrouver des os qui sont restés enfouis pendant des millions d'années ? Pour répondre à cette question dans le détail, il faudrait consulter un manuel de paléontologie. Mais en résumé, on peut dire ceci. Les zones choisies pour les fouilles sont celles où les conditions idéales pour l'enfouissement rapide et la fossilisation à long terme des dinosaures étaient réunies dans le passé. Et dès qu'un premier ossement est découvert, les fouilles se poursuivent sur le même site. Mais il arrive aussi, à peu près aussi souvent, que ce soit l'inverse. Autrement dit, un squelette ou un fragment d'os de dinosaure est d'abord trouvé par hasard, puis les paléontologues affluent sur place comme des mouches attirées par du miel. On trouve rarement des os de dinosaures dans les régions humides. Ces endroits sont aussi recouverts de forêts ou de zones marécageuses, ou bien exploités comme pâturage ou terres agricoles. En général, dans ce type d'environnement, les strates du Mésozoïque sont enfouies sous des couches de sédiments plus récents, ce qui les rend inaccessibles. Et même si, à la suite d'un bouleversement géologique, un fossile venait apparaître en surface, il serait très vite détruit par les racines des plantes ou par l'érosion du sol. Par conséquent, espérer tomber sur un os de dinosaure en creusant une cave sous une maison de banlieue, ou lors du creusement de fondations en Europe densément peuplée, riche en eau, n'a aucun sens. Si vous voulez vraiment tenter votre chance, mieux vaut explorer des régions plus sèches, avec peu de végétation. De ce point de vue, les Chinois et les Américains sont particulièrement chanceux. S'ils le souhaitent, ils peuvent, pendant leurs vacances, partir dans le désert du Taklamakan ou dans ceux du Montana ou du Dakota du Sud et y dénicher quelques os de tyrannosaures ou de stégosaures. Cela dit, même dans les zones où l'on trouve relativement beaucoup de fossiles, il arrive qu'on les confonde avec de simples cailloux et qu'on passe à côté sans les remarquer. Dans les stations touristiques ou les réserves naturelles, il n'est pas rare que les lignes de crête des montagnes ou les roches évoquent des silhouettes d'animaux.
Mais dans le cas des fossiles, c'est souvent l'inverse. Les os de dinosaures ressemblent à des fragments de pierre aux formes indéfinies. Pour distinguer un fossile d'une simple pierre, il faut avoir des connaissances de base sur la structure des tissus osseux, afin de faire la différence entre l'os et la roche dans laquelle il est enchâssé. Cette connaissance est d'autant plus indispensable lorsqu'on n'a affaire qu'à un fragment, et non à un squelette entier. Dans la majorité des cas, ce qu'on trouve, ce sont des éléments isolés du squelette, comme une dent, un doigt ou un morceau de mâchoire. Et sans de solides bases en anatomie comparée, il est impossible de deviner à quelle partie du corps ils appartiennent. Dans la nature, ces fragments sont généralement éparpillés sur une vaste zone. Pour pouvoir les reconstituer en un squelette complet, il faut examiner minutieusement chaque fragment découvert, dans ses moindres détails. Les chercheurs doivent alors, parfois pendant des années, dégager la roche entourant les fossiles couche après couche, avec une extrême prudence. Et ils n'utilisent pas de pioches ni de gros matériaux, uniquement des pinces fines, de petits maillets de bijoutier ou même des brosses à dents. Pourtant, dans la grande majorité des cas, il est impossible de rassembler la totalité des os. C'est pourquoi, lorsqu'on expose un squelette de dinosaure, les scientifiques ont souvent recours à des techniques d'extrapolation ou d'interpolation. Autrefois, dans les musées, on présentait fréquemment des squelettes de dinosaures reconstitués sous forme de mosaïques, à l'aide de véritables fossiles reliés par du plâtre ou d'autres matériaux. Il arrivait même que les parties artificielles ajoutées soient volontairement peintes en blanc ou dans une couleur contrastante pour bien les distinguer des os authentiques. Aujourd'hui, ces montages hybrides sont souvent entièrement remplacés par des répliques faites en plâtre ou en plastique. Or, pour les partisans des théories du complot, ce genre de pratique alimente encore davantage leurs soupçons sur l'authenticité des fossiles. Face à ces accusations absurdes, les paléontologues répondent ceci. Chaque fragment de squelette découvert est documenté avec précision quant à son lieu de fouille, soigneusement dessiné, photographié et même filmé. Croire qu'on expose volontairement de faux ossements pour tromper le public est totalement absurde. On ne voit pas l'intérêt de mettre en place un tel stratagème, ni le déploiement titanesque qu'il nécessiterait. L'affaire des tissus mous de dinosaures. Il est toujours difficile de convaincre quelqu'un qui a des idées préconçues. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de personnes peu instruites. Pourtant, dans l'histoire de la recherche sur les dinosaures, même des faits que les paléontologues professionnels ont du mal à croire sont parfois rapportés. L'un de ces épisodes a eu lieu au début de l'année 2005 et il est connu sous le nom de l'affaire des tissus mous de dinosaures. Cette année-là, la paléontologue Mary Schweitzer étudiait un os de Tyrannosaure Rex découvert dans l'État du Montana. Il s'agissait d'un fémur massif et robuste d'un grand dinosaure carnivore. Mais pendant le transport, un technicien de laboratoire a accidentellement brisé l'os. Selon le rapport officiel, l'os aurait été volontairement fracturé pour en faciliter le transport. En examinant l'intérieur de l'os cassé, Mary Schweitzer a eu la stupeur d'y observer une structure fibreuse, des filaments élastiques et même de fins canaux ressemblant à des vaisseaux sanguins. Intriguée, elle a procédé à un traitement chimique pour ramollir l'échantillon. Et ce qu'elle a vu ensuite semblait défier toute logique. Les tissus osseux s'étiraient, puis reprenaient leur forme, comme s'ils étaient encore vivants. Selon les théories classiques, un tel phénomène était tout simplement impensable. La science considère en effet que les protéines et les tissus mous ne peuvent se conserver, même dans les meilleures conditions, que pendant 1 à 2 millions d'années tout au plus. Or, ce spécimen de Tyrannosaurus Rex avait vécu il y a plus de 66 millions d'années. La publication de ces résultats a aussitôt déclenché une vive controverse dans la communauté scientifique. De nombreux chercheurs ont affirmé que Mary Schweitzer s'était trompée et que les protéines qu'elle avait détectées n'étaient que des contaminations modernes. Leur scepticisme était compréhensible. Jusqu'alors, on pensait que les molécules de collagène étaient trop fragiles pour subsister intactes pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Mais Mary Schweitzer et son équipe ont poursuivi avec ténacité l'analyse de ces os mystérieux. Et en 2007, ils ont découvert dans ces os la présence de collagène de type 1, une protéine constitutive des os. En 2009, des résidus de vaisseaux sanguins ont été découverts dans un os de Brachiophosarus trouvé à proximité de celui du Tyrannosaurus Rex. Et en 2020, on y a identifié des structures de cartilage et de cellules. Fait remarquable,
La présence de ces matières a été confirmée par plusieurs méthodes indépendantes, notamment des analyses chimiques, la spectrométrie de masse, l'observation au microscope électronique et la spectroscopie. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte, mais d'un véritable événement scientifique. On a constaté que ces substances ne ressemblaient pas seulement à des protéines organiques. Elles étaient en fait très proches des protéines retrouvées chez les oiseaux modernes. La présence de protéines dans les os de dinosaures ne pouvait plus être niée. Mais le mystère restait entier quant à la manière dont elles avaient pu se conserver aussi longtemps. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs pensent pour l'hypothèse selon laquelle c'est le fer contenu dans le sang qui aurait permis cette conservation. En effet, après la mort de l'animal, le fer libéré par l'hémoglobine se lierait aux protéines, les stabilisant et jouant ainsi un rôle de conservateur naturel. Ce processus s'apparente au tannage des peaux, où l'on utilise des solutions riches en sels minéraux pour préserver les tissus. Les fans de Jurassic Park espèrent peut-être entendre qu'on pourrait, à partir de ces protéines fossiles, ressusciter un gigantesque dinosaure. Malheureusement pour eux, la science actuelle ne le permet absolument pas. Pour amener un dinosaure à la vie, il faudrait que l'ADN ait été conservé. Or, malheureusement, ou heureusement, l'ADN ne peut survivre que pendant environ 1 million d'années. Dans des conditions de congélation, il peut se conserver jusqu'à 2 millions d'années au maximum. Cela dit, les amateurs de génie génétique n'ont pas à désespérer, car il a été démontré qu'il serait possible d'inverser le processus et de transformer un oiseau moderne en un dinosaure. Cette idée a déjà été relayée dans les médias, et certains vulgarisateurs scientifiques en ont fait un sujet de discussion. Pour y parvenir, des chercheurs tentent d'intervenir dans l'expression génétique des embryons de poulets. L'objectif serait d'activer certains gènes dormants hérités des dinosaures, ceux responsables par exemple de la formation des dents ou de la queue, tout en inhibant les gènes plus récents liés au développement du bec afin de faire réapparaître des traits ancestraux chez l'embryon. On ignore encore à quoi pourrait servir une telle créature hybride. Mais une chose est certaine, les oiseaux d'aujourd'hui sont bel et bien les descendants directs des dinosaures théropodes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une évaluation. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!